Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle ? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Bonjour, on retrouve Danielle pour la suite de son histoire. On a déjà eu un premier épisode avec elle. Pour rappel, il y a eu un accouchement traumatisant. Elle est devenue maman dans un contexte particulièrement difficile. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de la suite, justement, de l'après-naissance. Burn-out, isolement, fatigue extrême, beaucoup de difficultés au niveau de l'allaitement. Elle va nous raconter comment aussi elle a découvert son TSA et son TDA après la naissance, ce que ça a changé pour elle, et puis nous dire ce qu'elle aimerait que d'autres mamans sachent. Comme dans le premier épisode, Danielle parlera aussi de son projet pro autour du sujet de l'allaitement et du tir-allaitement qui est né de tout ça. Bonjour Danielle. Bonjour. Merci d'être de nouveau là pour partager la suite de ton histoire. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de tout ce qui touche au sujet de l'allaitement? Dans le premier épisode, tu nous as déjà un petit peu évoqué le fait que les premiers temps, bébé n'était pas allaité. Tu avais juste fait tirer un tout petit peu, tu nous avais donné une petite anecdote d'un peu de ton lait qui avait finalement servi à nettoyer les yeux, voilà, avec une sage-femme, vous aviez pu mettre ça en place. Donc partage-nous un peu cette histoire de l'allaitement. Comment t'en es arrivé à pas d'allaitement, peut-être le pourquoi il n'y a pas eu d'allaitement au début, à finalement un allaitement qui, si je ne me trompe pas, est toujours d'actualité avec ton fils qui a aujourd'hui 4 ans, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, fais-nous le chemin de l'allaitement, on va dire. Alors, donc, comme je le disais, on fait un petit récap. On m'a dit, assis-toi là, bouge pas, touche pas ton téléphone et tire toutes les 4 heures. Avec un tire-lait que j'avais jamais vu de ma vie alors que je m'y connaissais en allaitement. Un tire-lait d'ailleurs que j'ai testé depuis et que je déteste. Vraiment, ça passe pas. Mais c'est là, pour le coup, c'est vraiment... Je sais pourquoi je l'aime pas. C'est pas lié à ce qui s'est passé avant. C'est que vraiment, il est pas terrible. Juste une parenthèse, tu avais Oui. le souhait d'allaiter initialement? Oui. D'accord. Ouais, Ok. c'était, ça faisait plus de 4 ans, je crois, que je me renseignerais sur l'allaitement et que j'accompagnais Ouais. déjà des mamans de manière bénévole. D'accord, oui, donc c'était vraiment un sujet qui te tenait à cœur. Donc voilà, je tire que dalle parce que j'ai pas la bonne taille, parce que c'est pas les bonnes conditions, parce que j'ai mal. Je parlais pas du tir-allaitement, j'ai mal partout. Voilà. Oui, bien sûr. Pour le coup, j'ai eu des crevasses et je les ai même pas senties tellement j'avais mal partout ailleurs. Seule chose que je savais, c'est qu'il y avait du sang. Tout ça, c'était la suite d'un accouchement prématuré, donc à 7 mois et demi de grossesse, avec une pré-éclampsie qui a déclenché ça. Donc beaucoup de douleurs qui en ont suivi. Donc finalement, bah je vais tirer, je crois, 2 fois, vraiment aucun plaisir, rien du tout. Même pas l'idée chouette, je vais avoir du lait. Moi, j'étais persuadée que j'étais une mère de caca, pour pas dire l'autre mot, et que j'étais pas fichue de nourrir mon fils. Faut savoir qu'en néonat, en GHR, etc., vous avez des affiches absolument partout qui disent le lait maternel, c'est le meilleur pour bébé. Ouais, bah quand vous pouvez pas, c'est très dur. Donc j'imagine qu'il y a eu beaucoup de culpabilité autour de tout ça. Très difficile à vivre. On a eu ce soir-là, en tout cas, où j'ai fini en pleurs et j'appelle mon mari en lui disant, je crois que c'est mort, je veux pas allaiter, c'est trop compliqué, j'en peux plus. Faut savoir que j'étais en plus séparée de mon fils, donc voilà, c'était pas, je l'ai jamais vu avec moi dans la pièce. Et finalement, j'en ai parlé du coup avec une équipe de nuit qui était vraiment adorable et qui m'a dit, écoute, tu veux allaiter, on est là, tu veux pas allaiter, on est là aussi. Et quand j'ai dit, bah écoute, je lâche l'affaire, c'est là que ironie. Donc pour ceux qui pensent qu'avec une césarienne, quand on n'est pas avec bébé ou je sais pas quoi, on n'a pas du tout la montée de lait, faut savoir que la montée de lait, elle vient
peu importe ce qui se passe, même sans stimulation, donc ceux qui ne veulent pas allaiter, elle viendra quand même. J'aide aussi donc les mamans qui ne veulent pas allaiter pour pallier à cette période-là. J'avais donc tiré à peine 2 fois, mon bébé a fait une micro-tétée pour la tétée de bienvenue, et pourtant le soir même j'avais quand même ma montée de lait. J'avais l'impression d'être malade, je pensais que j'allais crever ou quoi que ce soit, et c'est là on me dit ah bah non c'est la montée de lait. Donc ironiquement, au moment où je décide que je ne veux pas, j'ai la montée de lait. Hein. C'est très très drôle. Donc j'ai eu un calmant, et puis voilà, on est passé au biberon, mon fils a très bien accepté très vite le biberon, et du coup, en fait, moi quand j'étais là, je lui donnais, et sinon, les dames lui donnaient quand j'étais pas là. Ça a duré donc 2 mois à peu près, donc ce qui est ironique, c'est qu'en fait, il avait justement 2 mois de différence, donc du coup, en fait, quand moi j'ai tout relancé, il avait 0. Donc si on va sur l'âge corrigé, Ouais. à 4 ans, il a fait 4 ans d'allaitement, donc ça rassure un petit peu. Moi, je l'appelle ma revanche. À l'époque, j'étais en contact avec une association. Justement, c'est là où j'aidais des mamans et tout ça. Et j'ai dit, écoute, non, là, l'allaitement, c'est pas pour moi, je peux pas, j'y arrive pas, je lâche l'affaire. Elle me fait, ok, mais la porte est ouverte. Ok. Il se trouve qu'on avait un bébé RGO, c'est pour ça qu'il gloutonnait en fait. C'est parce qu'en fait, il essayait de se soulager, le pauvre petit bout. Il prenait des biberons, mais énormément, vraiment, 12 à 14 jour et nuit. Voilà. Donc très 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 dur les 2 premiers mois, mais on a tenu. Je dis bien on parce qu'on l'a fait à 2. Hein, Bien sûr. Chacun son tour, en fait, on se réveillait, on donnait le biberon. On s'endormait sur le bébé aussi, chacun son tour. Mon fils a fini un jour avec un biberon dans l'oreille. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas par là que ça passe. Ça a devenu de plus en plus dur, c'est-à-dire que mon fils en fait se réveillait en hurlant. Donc tous ses réveils en fait, c'était en hurlant de douleur. Oh là là. Donc il a eu un médicament parce que du coup en attendant de savoir la cause en fait il fallait quelque chose parce que moi j'en pouvais plus. Hein. D'un côté le bruit, je saurais plus tard que j'ai été hypersensible. D'un côté le bruit mais aussi la douleur d'une maman de voir son bébé hurler c'est juste pas possible. Voilà, c'est juste impossible. Donc il a eu un médicament et puis on a cherché. On n'a pas su tout de suite, mais moi dans ma tête je me suis dit écoute, je sais que l'allaitement ça peut aider dans le cas de l'RGO parce qu'en fait le lait cicatrise et soulage. Le lait infantile va soulager mais pas cicatriser. Et en plus c'est très dur de trouver le lait infantile par exemple dans le cas d'une allergie ou autre qui convient à un bébé, c'est une galère. Voilà, nous on a testé plus de 12 laits différents, avec évidemment tous les médecins, tous les machins qui te disent ah ouais mais faut pas en tester et qui me disent ah ouais mais madame il faut le faire pendant 1 semaine. Alors je t'explique, mon bébé il hurle, il est pas question que je le fasse hurler pendant 1 semaine. Et ouais. Voilà, ce médecin m'a plus vu après. Donc j'ai fait mes tests moi-même toute seule. Les médecins autour de moi étaient déjà à la rue, c'est-à-dire qu'il y en a une quand j'avais déjà mis des trucs en place m'a dit ah peut-être le lait de riz. Ouais non mais je t'ai pas attendu madame. Donc du coup j'en avais marre, je me suis dit je vais apaiser son petit bidou, je vais l'aider et je suis revenue voir la personne et du coup elle a mis en place donc un protocole de tirage ensemble adapté à moi. La personne de l'association, donc, hein, c'est ça que tu Ouais. veux dire. Et Ok. et que je saurai beaucoup plus tard parce qu'en fait on leur donne, on fait pas forcément leur boulot, mais en fait elle est médecin généraliste, mais qui s'est formée beaucoup plus loin. C'est d'ailleurs grâce à elle que je sais mesurer correctement, puisque c'est celle qui a introduit comment mesurer. Donc j'ai eu la chance d'avoir ça dès le départ, donc ça c'est génial. Et en fait, avec le protocole de tirage, j'ai relancé ma lactation. Donc au bout de quelques semaines, j'ai eu des gouttes. Et autant vous dire que quand pendant 2 mois, il y a 0 stimulation, rien, et que vous voyez des gouttes, waouh. Vous dites ok c'est magique. Donc on a réussi à le remettre au sein. Et puis je me dis allez hop, j'arrête tout, je donne que mon sein toute la journée. Et sachant que j'étais avec des bouts de sein. Ce que je savais pas encore, c'est que voilà, il avait des soucis au niveau de la bouche. Il faisait pas du bien, puis même en fait, il y avait le fait que comme c'était du plastique, ça ressemblait au biberon, donc du coup, lui, il n'avait pas vraiment connu le sein en fait. Et donc oui, il lui, il fallait était habitué à ça. voilà. Ouais, oui. Donc c'était une intuition. Voilà, j'ai testé, je lui donne, et puis oh, il prend. J'étais aussi au DAL, donc le DAL en fait c'est, alors il y a plusieurs versions, mais en gros vous donnez grâce à une sonde reliée du coup à votre sein du lait infantile ou du lait maternel si vous en tirez en même temps que bébé tète. Donc il s'entraîne à téter et en même temps vous lui donnez ce qu'il a besoin, le temps que vous produisiez suffisamment. Sauf qu'en fait avec les biberons en fait il a eu du mal à switcher entre les deux, il a commencé à me faire très très mal et à pincer, c'est-à-dire qu'en fait il faisait ce qu'il fait au biberon sur mon sein. Aïe aïe aïe. Et du coup pendant 3 jours j'ai allaité comme ça. Tellement Ah oui. ça faisait
très très mal, à hurler, hein, vraiment, il pinçait de toutes ses forces. Et du coup, j'ai lâché l'affaire, je suis repartie en tir à allaitement complet, sauf que j'étais crevée, donc je n'ai jamais pu dépasser les 5 tirages. Et ces 3 mois, j'en ai eu marre de me lever à 5 heures du matin pour tirer, et pendant tout ce temps-là que mon fils prenne un biberon, j'ai dit autant que lui, il aille le chercher tout seul, et du coup, je me suis levée à 5 heures. Enfin, il m'a réveillée à 5 heures. Et pour lui donner le sein, et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait du mixte pendant un certain temps, et étonnamment mon fils a adoré, et du coup a tété de plus en plus. On a découvert que du coup il avait un frein restrictif, c'est-à-dire qu'en fait le frein là de la langue était tiré, donc sa bouche ne faisait pas tout ce qu'il fallait, c'est pour ça qu'il faisait mal, et en fait on a mis en place donc chiro et ostéo avant, la frénectomie dans son cas, voilà, on a coupé du coup son frein, et des exos après. Aujourd'hui, par exemple, on est en rééducation kiné tous les deux, puisque moi j'ai coupé en plus après, ce que je me suis rendu compte, le cordonnier, hein, des années après, et que bah peut-être que moi aussi j'avais un problème. C'est vrai? Ah, c'est fou ça. Ouais. Ah Et oui, bah, en fait, c'est génétique, donc il y a des grandes d'accord. chances que ça vienne d'un des parents au moins. Donc parce que j'avais fait tout ça en amont, il a pu reprendre le sein et il a adoré. Et il y a des jours où le midi, par exemple, j'avais besoin qu'il prenne un biberon et j'étais tranquille. Et il y a d'autres jours où c'était l'inverse, en fait, bah finalement j'avais envie de rester avec lui, de faire la tétée avec lui, et du coup c'était ok de switcher parce qu'en fait, il y a quand il y a plus de problème de succion, il y a aucun problème à switcher. Le bébé en fait, il switch. Parce que je savais pas à l'époque et que j'avais peur de la confusion synthétine, ce truc flippant, alors qu'en fait j'avais une preuve devant moi que ça n'existait pas. Bah oui, en tout cas, pas chez ton bébé, bah oui. Ouais, ouais. Voilà. Et puis bah en fait, moi j'ai viré en burn-out parce que je faisais tout maison, le téléallaitement, la relance, la pré-éclampsie, enfin voilà, ça faisait beaucoup. Des gens à qui j'ai dit je suis en burn-out m'ont dit bah je pensais que t'allais craquer bien avant. Tu dirais que ce burn-out, il est arrivé à quel moment? Alors, je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que j'avais la tête dans le guidon et que j'ai mis du temps à me dire bah s'il mange une pomme pote, j'ai envie de dire il en mourra pas quoi. Comment est-ce que tu as compris que c'était un burn-out que tu étais en train de traverser? Ben, j'allais tous les matins, je pleurais en allant au travail, ça devenait de plus en plus dur de quitter mon fils. Je rentrais le soir, il n'y a pas d'autre mot, je lui gueulais dessus, même alors qu'il était un enfant tout à fait normal. Enfin, je veux dire, il faisait rien de spécial, mais moi, en fait, T'étais j'avais plus les épuisée? ressources du tout. Donc, ça, je fais un petit rappel. Rappelez-vous que l'enfant, lui, il change pas. Oui, il est un peu plus dur, certaines fois, mais souvent, en fait, c'est vous qui n'avez plus les ressources. Mais ça, Et en c'est fait, du évident. coup, vous n'arrivez pas à gérer son comportement. C'est pas l'enfant qui change, en réalité, c'est nous, en fait, qui peuvent être à bout. Et donc, moi, j'aime bien me rappeler ça des fois en disant, c'est pas que ton enfant a un problème, c'est que toi, à ce moment-là, en fait, t'en peux plus. Et c'est ok. Hmm. Donc, moi, je pleurais tous les matins pour aller au boulot. Et en fait, au bout d'un moment, la gamine qui se mettait juste à côté de moi et qui m'effleurait, je le supportais pas. Je saurais plus tard que c'était plus un burn-out autistique. Voilà. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas. J'ai arrêté les frais et c'est là que j'ai commencé, du coup, à chercher autre chose et à me former un peu plus, etc. Hmm. Parce qu'en fait, physiquement, c'était plus possible. Tu dirais que ça a duré combien de temps, cette période du burn-out? Elle est pas finie. Ah ouais, voilà. Et ça, donc ça fait 3 ans déjà que tu te dis que tu as l'impression de marcher sur un fil, c'est ça? Au niveau épuisement. Le, le burn-out, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un avertissement de notre corps. Donc, peu importe pourquoi ça arrive, c'est le corps qui dit, tu m'as malmené pendant tant de temps. Hmm. Stop. Je n'en peux plus. Va Ouais. falloir changer. Et en fait, c'est un appel au secours, c'est-à-dire qu'en fait, souvent il y a des gens qui disent ah bah ouais mais faut faire comme on était avant. C'est pas possible en fait. Il y a un avant, il y Non. a un après. Pareil pour Hmm. la maternité. Et en fait, le après ne doit pas être comme avant puisque ça va vous mener à un deuxième burn-out. C'est pas. Et en fait, comme vous en avez déjà un, votre corps il est déjà à bout. Il a déjà plus de ressources, donc ça va être pire. Donc on n'attend pas de tomber pour se dire tiens c'est vrai que j'aurais peut-être dû me ménager. Je suis un mauvais exemple puisque je l'ai fait jusqu'au bout. Bah oui, d'où l'importance de ne pas culpabiliser, bien au contraire, de se faire accompagner pendant toute cette durée de burn-out. Et même des fois, avant que ça arrive, c'est même mieux pour prendre du recul, analyser les choses et essayer de petit à petit voir comment on peut ajuster les choses dans notre quotidien pour avoir un meilleur équilibre qui va mieux nous convenir, quoi, finalement. Ouais. Bah, Et c'est ça. donc, concernant du coup les diagnostics de TSA et Ouais. TDA, donc trouble du spectre de l'autisme et trouble de Mhm. l'attention, avec ou sans hyperactivité, Avec. tu...
Dans ton cas avec, je fais une petite parenthèse pour dire que c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai un fils, mon fils de 7 ans et demi, là au moment où on enregistre, Jules, qui lui aussi est porteur de TSA et de TDA. A priori, soi-disant sans hyperactivité, mais bon, des fois je me pose la question. Et, et donc, ça me touche particulièrement parce que tu vas nous partager comment tu l'as découvert et surtout, vous vous êtes rendu compte finalement en cherchant à mettre du sens derrière ce qui se passait, que finalement, c'était pas que toi. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est pas chez toi d'abord que ça a été diagnostiqué. Je te laisse nous en Non. parler. Alors, juste mini parenthèse, l'hyperactivité, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils l'ont pas parce qu'ils la voient pas physiquement. Oui, L'hyperactivité peut être là-dedans. Donc on oui, la voit pas, mais là-dedans c'est une fournaise. Voilà, ça c'est très important de le savoir. ouais. Du coup, ben moi en fait tout simplement c'est papa qui était à bout, qu'on voyait en fait ça n'allait plus. L'air était pas respirable, on va dire, ça devenait vraiment compliqué dans la famille. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, parce que moi, honnêtement, ça faisait des années que je me disais, soit c'est un crétin, soit il y a un TSA, il y a quelque chose, puisque moi, j'avais commencé à bosser dans ce domaine-là, en plus. Ironie, hein, quand voilà. Parce que moi, j'étais dans la langue des signes, voilà. Avant ça, Donc d'accord. j'ai dû bosser avec des porteurs de handicap. Et du coup, j'ai passé une après-midi à trouver quelqu'un, en fait, un psy qui faisait en visio, parce que aller sur Paris, prendre des transports, etc., ça faisait beaucoup trop de choses pour mon mari. J'ai trouvé quelqu'un qui faisait en visio, donc il a fait son truc. Et effectivement, il y avait un TSA. Bon, en même temps, avec lui, c'était évident parce que chez les garçons, c'est quand même plus facile à voir Oui, puisqu'ils vont masquer un peu beaucoup moins. moins. Voilà, Mm. faut rien voir, il y a rien à voir. Femmes et aussi petites filles ont tendance à compenser beaucoup plus et c'est vrai que les diagnostics ont tendance malheureusement à arriver souvent plus tard que pour les garçons. Pour le TDA, le TSA, c'est encore autre chose, mais le TDA, souvent, vous avez l'étiquette de votre enfant. Il bouge tout le temps, il tient pas en place, il est mal poli, il coupe la Il est parole, etc. impulsif. Tout ça, c'est des choses qu'il ne maîtrise pas. Bah Et il y a des oui. choses qu'on peut mettre en place pour l'aider, mais le but n'est pas de le transformer en quelqu'un de non TDA parce que ça ne marchera pas. Ce sera en fait plus de souffrance pour l'enfant. Mais en gros voilà. Donc mon mari en fait lui pour le coup s'il y a de l'hyperactivité clairement c'est à l'intérieur. Hein, il a 5 hobbies par jour. Enfin je déconne mais c'est un peu ça. Et en fait la psy dit ben voilà en fait faudrait peut-être aller voir un neuropsy et faire un bilan parce que je pense qu'il y a un TDA et autre chose avec. Et moi en fait j'ai eu un souci donc avec une naturopathe donc je vais pas aller dans les détails mais en gros, elle m'a plus ou moins dit, il faut arrêter ça. Sauf qu'elle était en train de me dire tout ce que je mangeais. Voilà, parce que du coup, souvent avec le Mhm. TSA, le TDA, alors peut-être pas le TDA, mais je pense que ça peut l'être Surtout le aussi. TSA, ouais. Ouais, mais T'as- le problème, c'est qu'il y a tellement de trucs qui se chevauchent que Oui, voilà, ça peut être compliqué de savoir lequel oui, prendre est dessus. est en cause, entre guillemets, mais il y a souvent des troubles de la réalité, encore plus quand un bébé a été sondé et préma, hein, voilà, ça Oui. ajoute. Et en fait, moi je me suis rendu compte que tout ce qu'elle venait de me dire, je mangeais plus. Donc en fait, j'ai commencé à faire des grosses crises. Et je n'ai pas fait au début le lien avec la cuisine. Donc dans ma tête, en fait, c'était juste que j'avais du mal à manger. Je ne mangeais plus rien, vraiment plus rien. Donc j'ai perdu 15-20 kilos hein, d'un coup. Ah oui. Alors quand je dis d'un coup, pas du jour au Oui. lendemain, faut pas exagérer, mais Rapidement. sans faire de régime, quoi. Je mangeais juste plus rien. Et en fait, petit à petit, la crise s'est affinée, c'est-à-dire qu'en précision, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le frigo en lui-même. Et j'ai fini coincée contre le frigo, complètement en tétanie, donc en fait, tous vos membres, en fait, se coincent sur le frigo. Je me suis dit, je pète un câble. Je suis folle. Qu'est-ce Hmm. que c'est que ce truc? Et en fait, à demi-mot, j'étais suivie hein, par quelqu'un et je lui ai dit, mais est-ce que je serais pas TSA? Mais alors, moi, dans ma tête, il faut ne pas regarder dans les yeux, faut pas être social. Alors moi, je suis hyper sociable. J'ai découvert qu'en fait, je suis aussi sociable que ça m'épuise. Voire être non-verbal. Alors ça, c'est encore autre chose. Mais Oui, ça, c'est mais encore on autre peut avoir cette chose. Et oui, image-là. oui. Il y a plein de gens qui peut-être nous écoutent et se disent, mais attends, Plus des non-verbaux. Donc bah oui. je savais que c'était pas ça. Par contre, je savais pas que il y avait effectivement la version Asperger parce que moi, comme je pensais que j'étais nulle, j'aurais jamais pensé que. Alors, faut dire que, alors, Asperger n'est plus utilisé, et pourtant il était bien utile à une époque. Oui. C'est juste que ça voulait dire sans déficience, Ouais. voire au-dessus. Donc en fait, c'était soit QI normal sans déficience, soit un QI au-dessus. Voilà. Et ça, sans HPI ni rien. Dans la tête des gens, c'était que les QI plus, alors qu'en fait, non. Ouais. Et Ou moins. oui, pour Voilà. ceux qui n'étaient pas Ouais. Asperger, mais je veux dire pour la catégorie Asperger, c'était ça. Mon mari, en fait, quasiment tout autour de lui, on lui disait ah ouais, ça explique des choses parce que lui, par exemple, au travail, il est arrivé en disant
votre néon, vous me direz. Il savait pas pourquoi, mais c'était pas possible. Oui. Voilà. Alors que moi, je subissais le néon et après j'étais crevée et je savais pas pourquoi, par exemple. C'est ça aussi le truc et je veux le mettre en avant, c'est qu'en fait, nous les femmes, depuis toujours, faut pas être trop heureuse, trop contente, trop ceci, trop cela. Et du coup, en fait, quand on est trop de nature, en fait, on va se cacher. Et en fait, c'est ça qui finalement masque très souvent en fait nos problématiques, c'est parce qu'en fait on les dit pas et on les assume pas parce qu'on pense qu'il faut pas le faire. Voilà. Mais ça finit par exploser. Voilà. Oui. Burn-out autistique, c'est souvent comme ça qu'on le trouve. Et moi, entre deux mots, je le dis, est-ce que je serais pas ça? Et là, elle me dit, écoute, j'avais des doutes, mais c'était à toi de le réaliser. Et du coup, en fait, finalement, j'ai pris le même psy que mon mari. Et là, en y réfléchissant, on s'est rendu compte que le grand-père l'était sûrement aussi, mais il fera jamais de test. Bien La mamie, on en a beaucoup parlé et elle a fait ah ouais, effectivement, ça explique pas mal de choses. Et puis clairement, vu comme elle était TDA sans aucun doute, ça c'est clair. De toute manière, ça venait pas de Joe Clodo, hein, ça venait forcément de la famille, hein, de toute manière. En tout cas, le TSA, c'est clairement génétique et c'est de Ah, tout, naissance. le TDA aussi. Ouais. C'est tout le monde. Toute la famille, en fait, au final. Enfin, toute la famille. Notre famille, c'est les grands-parents et nous. Voilà. Il y a plus grand monde. Est-ce que d'autres l'ont? On sait pas, on les fréquente pas. Moi, peut-être ma mère. Ça expliquerait beaucoup de choses. Mais je ne sais pas, parce qu'on n'en a jamais parlé avant. Voilà. Puisqu'elle est décédée bien avant, en fait, qu'on en parle. Moi, du coup, c'est vraiment très récent. Je ne sais pas exactement la date. Mais c'est vraiment très récent qu'on s'en rende compte. Moi, j'ai 38 ans. Et voilà, après réalisation, déjà, on se dit, ok, j'avais raison. Il y avait quelque chose. Donc, c'est normal. Quelque part, on se dit, ok, c'est normal. C'est ma normalité. Donc, du coup, j'ai commencé à l'accepter. Mais j'ai aussi revécu toute ma vie par le prisme de ça. Donc, en fait, même des fois, on se dit, mais attends, il y avait ça comme indice, mais il y avait ça comme indice. Wouah, mais attends, j'étais aveugle. Surtout que moi, j'ai bossé avec. Donc, j'avais des représentations devant moi. Est-ce que malgré tout, ça aide à mieux comprendre aussi toute ton histoire et peut-être à atténuer un peu des fois ce sentiment justement de culpabilité d'avoir des moments où tu as eu l'impression de pas être dans la maîtrise et tout ça et de te dire, après tout, c'est parce que il y avait ce trouble que je ne le savais pas. Donc, pendant toute la période où on ne le sait pas, on n'a vraiment aucun outil pour le travailler et vivre avec. Et tu vas me le confirmer, même si c'est récent, à partir du moment où on le sait, parce que je sais que c'est ce que j'ai vécu aussi en tant que maman, à partir du moment où on le sait, il y a tout qui change, parce que on arrive mieux à comprendre ce qui est contrôlable ou pas, et dans ce qui est moins contrôlable, on commence petit à petit à avoir des outils pour en tout cas mieux les vivre et adapter les choses et aussi être moins dans le jugement ou dans l'auto-jugement, parce que je pense que tu as beaucoup vécu ça. En tout cas, un jugement qui est différent. On n'a plus le même regard et ça aide énormément. Dis-toi qu'un jour, en fait, quand j'étais en formation langue des signes, justement, où finalement c'était une libération puisque j'avais perdu ma maman et je m'étais renfermée sur moi-même, alors que moi je disais bonjour aux arrêts de bus et compagnie, enfin je veux dire n'importe qui, il n'y avait pas de souci. Et je me suis complètement renfermée sur moi-même et je crois que c'était vers 2016, un truc comme ça. Et en fait j'ai commencé à la langue des signes et en langue des signes il faut être expressif. J'étais même trop expressif finalement, même pour les sourds, comme pour te dire. Je les fatiguais. Ça fait rire beaucoup de mes copains sourds. Mais en même temps, c'était génial parce que j'étais enfin moi-même et j'étais acceptée par des gens qui en fait voulaient que je sois expressif pour comprendre ce que je racontais. Donc c'était génial, même si finalement mon TSA m'a empêché de comprendre tout ce qui... Voilà. Sauf que je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit... alors au début je disais HPI, mais à l'époque je savais pas autre chose. Donc je l'ai expliqué d'une manière. Alors va expliquer comment tu fonctionnes en langue des signes à un sourd. Déjà que les entendants, ils ont du mal. Alors un sourd en langue des signes, c'était voilà. Elle avait plus ou moins compris, mais elle a pas donné la donnée. Donc moi, ça a été dur parce qu'en fait, une nana est venue me voir, pas une prof, une des élèves, qui me dit mais t'as trouvé une excuse à ta stupidité. Oh ah oui, c'est violent ça. Et je suis allée pleurer dans les toilettes. Faut savoir que les sourds sont très directs et donc peut-être que en fait ils comprenaient juste pas ce qui se passait, mais en même temps c'est pas le fait qu'ils soient sourds parce qu'en fait les entendants sont pas mieux, donc voilà. C'est juste qu'en fait le handicap est très donc même pour une personne handicapée le handicap c'est mal connu et moi je savais pas, donc évidemment en pleurs j'arrivais pas à expliquer
en langue des signes ce qui se passait, mais en fait il a été très mauvais et c'est pour ça que j'ai changé de classe et qu'en plus je ne suis pas allée jusqu'au bout parce qu'en plus de toute manière ça m'intéressait pas le reste, c'est pas grave, j'ai fait en fait toute la partie où justement on apprend la langue des signes et on peut le faire avec des enfants, etc. Ça suffisait amplement. Mais voilà, il y a eu des trucs comme ça, des moments où effectivement j'aurais voulu être normale. Aujourd'hui, j'ai rencontré des gens merveilleux qui se reconnaîtront quand ils entendront ce podcast et qui m'ont fait comprendre qu'en fait c'était ok d'être différente, c'était ok d'être faux-folle et d'être fantasque, etc. Et que c'était ma marque de fabrique et c'était comme ça qu'on m'aimait. C'est surtout que j'ai envie de te dire que on est déjà d'une part on est tous différents, mais ça je sais que tu le dis aussi, on est tous différents, qu'on soit neurotypique ou neuroatypique, et vraiment moi je suis persuadée que toutes ces neuroatypies c'est au contraire une force. C'est une force parce que on a une différence qui est encore plus importante que déjà la multitude de différences qu'il y a entre chaque individu. Et moi, je suis persuadée que c'est ta force, c'est la force de ton mari, de ton fils, puisque tu ne l'as pas encore dit, mais je sais que au final, il y a aussi ton fils. C'est la force du mien et de tous les autres. Donc, au contraire, c'est une force. Il y a plein de choses hyper positives derrière ça. Et c'est à ça qu'il faut se raccrocher, hein. Ah non, mais clairement. Moi, je sais que j'en ai discuté avec un psychomote qui va suivre mon fils, donc on va en parler. Et en fait, il m'a dit, je te préviens, si tu prends le médicament pour le TDA, tu vas devenir ennuyeuse. Et en fait, et du coup, il y a beaucoup de TDA qui le prennent, pas tout le temps en fait, qui le prennent à des moments précis où ils ont besoin d'être focus. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, quand tu as vécu de manière intense, quand tu fourmilles d'idées et que tu l'utilises au quotidien, ne pas fourmiller d'idées, et ben t'as l'impression que c'est plus toi. Et même, je l'ai dit aux autres, hein, j'ai dit attention, vous allez trouver une Danielle complètement différente. Et je sais que moi, potentiellement, quand j'aurai besoin, je vais le faire sur certains trucs. Mais j'ai besoin de cette folie, c'est moi, en fait. Et finalement, ça fait aussi partie de ma personnalité. Et j'ai pas envie, en fait, de la cacher, en fait. C'est juste qu'elle ressort plus que les autres, en fait, c'est tout. T'as pas besoin de quelqu'un d'autre, bien sûr. Voilà. Donc c'est ça aussi, d'accepter qui on est. Et ça m'a aussi permis d'accepter mon fils tel qu'il était et de pouvoir le guider. Voilà. Alors, quand il était tout petit, déjà, on a commencé à se poser des questions. On s'est dit, ouais, il y a des trucs. Après, il a commencé à faire du flap. Donc, flapping, c'est ça, en fait. Ça peut être, ce n'est pas négatif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des stéréotypies. C'est-à-dire que c'est des manifestations, en fait, d'autorégulation de l'enfant, ou de l'adulte, hein, d'ailleurs. Et en fait, en les réprimant, vous empêchez de réguler vos émotions. Donc, ou vos trop-pleins. Donc mais ça peut être positif ou négatif. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être une émotion forte. Par exemple, vous êtes triste. Donc vous essayez de réguler cette émotion-là, mais ça peut être aussi sensoriellement, il y a un truc qui est trop pour vous, ça peut être une très bonne nouvelle aussi, et en fait vous avez besoin d'évacuer. Donc un enfant ou un adulte, voilà, il peut faire ça, ou il va se balancer, etc. Voilà, il y a plusieurs fois, et quand j'ai vu mon fils flapper, j'ai pris. Les gens qui sont seulement à l'oral et qui ne te voient pas faire les mouvements, c'est du coup des mouvements, une agitation, souvent des comme mains. Si on volait, voilà. en fait. Le flapping, par exemple, c'est comme si on volait. Comme si on volait, voilà. On se met à bouger de façon un peu répétitive. Voilà. Et du coup, faut surtout pas empêcher ces mouvements parce qu'en fait, c'est des mouvements qui sont vitaux. Ça permet de réguler finalement. Oui, c'est ça. Et il y en a qui passent à l'automutilation. Donc évidemment, là, on va trouver d'autres façons de s'aider. Mais il peut y avoir des trucs un peu moins dangereux, entre guillemets. C'est par exemple, moi, je vais planter mes ongles dans ma peau. Et ça me permet, en fait, de me reconnecter à moi. Et en fait, de gérer, par exemple, une angoisse. Faut savoir qu'avant le burn-out, je ne faisais pas ça. Ou du moins, je m'en rendais pas compte. Aujourd'hui, quand je mets mes ongles, je sais que c'est parce que j'angoisse, mais je ne ressens pas forcément l'angoisse. Mais je vois une manifestation de régulation, donc je me dis, ok, je suis pas bien à ce moment-là. Après le burn-out, il y a plein de choses, en fait. Souvent, on dit, ah ouais, elle a découvert son diagnostic et tout, on a l'impression qu'elle est encore plus autiste. Non, on n'est pas plus autiste. En fait, on ne peut plus cacher. En fait, on est incapable de cacher, donc en fait tout ressort. Mais c'était déjà là, c'était juste enfoui, caché, et en fait en plus c'est de la souffrance. C'est de la souffrance surtout quand t'es tout petit. C'était mal vécu. Je suis contente de dire qu'en fait, sans le savoir, on a mis en place dès le départ, mais ma mère aussi, sans le savoir, elle a mis en place des choses dès le départ où on est libre d'être nous-mêmes. Donc mon fils, en fait, on a mis plein de choses en place avant de le savoir et d'être sûr. Là maintenant, parce que le parcours c'est une galère, hein, tu le sais. Je sais. Et maintenant qu'il a 4 ans, clairement, il n'y a pas de doute.
Il Oui. y a aucun doute. Moi, je l'ai vers 2 ans et demi à peu près. J'ai commencé à avoir des doutes sur lui parce que je me suis dit, il y a certaines choses qui se passent, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas et mon cœur de maman savait qu'il y avait quelque chose qui va pas. Donc l'intuition maternelle ou paternelle, hein. Voilà, papa peut très bien voir quelque chose que maman ne voit pas. C'est pour ça qu'on est deux, hein. C'est pour ça que c'est utile de savoir. Vous n'êtes tout simplement pas tout seul. Quand je dis deux, ça peut être la famille, ça peut être la mamie, ça peut être la tata, ça peut être... Voilà, c'est pas nécessairement le papa, on le sait. Mais voilà, il n'y a pas que la maman hein, qui est capable de détecter certains trucs. Et des fois, même la maman, elle va dire, bah non, mon bébé n'a rien, parce qu'en fait, c'est plus facile que de dire, de mettre l'étiquette. Mais comme je le disais tout à l'heure, les gens vont s'occuper de mettre une étiquette à votre place. Insupportable, ne tient pas en place, Exactement. n'écoute rien, etc. La réalité, c'est qu'en fait, la consigne n'est pas forcément comprise, ou on a du mal à l'effectuer, ou on ne tient pas en place. Ben, saviez-vous que en TDA, le mouvement, en fait, nous fait mieux fonctionner. Donc c'est normal, on en a besoin, ça nous régule, en fait. Les trop-pleins sensoriels, les trop-pleins émotionnels. Vous gérez déjà pas vos émotions. Imaginez un gamin quand c'est 30 fois, 1000 fois plus important. Et Oui. on est là sur un petit. Déjà un petit lambda, c'est compliqué de gérer ses émotions. Chez vous aussi. Alors imaginez un gamin qui se prend absolument tout sans filtre. C'est très dur. Et comme je le sais, et comme je l'ai vécu, et ben c'est vrai qu'on a mis beaucoup de choses en amont. On a rencontré des gens vraiment géniaux en plus pour ça. Encore maintenant. Et en fait, de m'accepter moi, ça m'a permis, heureusement, dans ce sens, parce que des fois c'est dans l'autre sens. Des fois on le découvre pour l'enfant et puis on le découvre pour nous après. Là, dans ce sens, fait que j'accepte mon fils tel qu'il est, que je mets des choses en place et que on s'est adapté à lui, on n'a pas fait l'inverse, on lui a pas demandé en tant que petit bout de s'adapter au reste du monde. Parce que moi je l'ai fait longtemps, son père aussi, et qu'il n'était pas question qu'il subisse la même chose que nous. Bien Donc sûr. c'est pour ça aussi qu'on on se bat, mais c'est compliqué. Moi mon diagnostic, c'est quelqu'un qui me l'a offert. Sinon j'aurais pas pu le payer 700 €. Et ça c'est pas un des pires prix. C'est vraiment un des prix les moins chers. Je dis pas que c'est le moins cher, mais c'est un des prix les moins chers. Et je parle là juste du bilan Je suis en train de neuropsy. réfléchir. Nous, je crois que c'était 500. Ouais. Nous, c'était 500, je crois. Mais après, t'as le bilan neuropsy et t'as parce qu'en fait, en gros, t'as le psychiatre qui fait un premier truc, t'as le bilan neuropsy, et ensuite t'as un médecin ou un psychiatre, etc., qui va valider le truc, parce que du coup, Oui, c'est ça. le psy Le ne peut pédopsy. pas le valider. Donc c'est tout un truc, et tout ça, c'est cher. Ça. Ça cher, et ça prend du temps, mais ça ouvre à tellement de choses. Ouais. Et je crois que c'est là où tu vas vouloir en venir. Ouais, ça ouvre à tellement de choses. Moi, je veux justement te demander, là, parce qu'on arrive sur la fin de l'épisode, ce serait quoi le message que tu aurais envie de passer aux mamans qui nous écoutent? Il y a plein de choses dans ton histoire, donc peut-être que tu as plusieurs messages, mais est-ce que tu aurais Ouais. un message qui regroupe un petit peu tout finalement? Alors, moi, je me suis rendu compte très tard, en fait, que j'avais adapté beaucoup de choses dans ma maternité par rapport à mon TSA, mon TDA, etc. et d'autres problèmes de santé. J'avais énormément adapté et je me suis rendu compte qu'on n'adapte pas grand-chose dans la maternité, etc., qu'on ait un handicap ou pas, en fait. Et moi, plus j'avançais et plus je me suis dit, ok, il y a des choses à faire. On me proposait souvent par exemple des tire-laits au pif et moi j'ai décidé du coup d'avoir ma boutique pour que les mamans puissent tester en amont avant achat, avant location, etc. et d'avoir quelque chose qui leur convient à elles et des protocoles qui leur conviennent à elles et qui soient pas copier-coller à chaque personne parce qu'on est différents. Même sans handicap, on est tous différents, on a des besoins différents et non, c'est pas ok en fait de copier-coller des choses. C'est pas parce que la voisine elle aime les carottes que vous devez les aimer. Ah, c'est complètement ridicule. Ça c'est très important et moi je voulais le mettre en avant. Bon, physiquement et émotionnellement, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de parents en fait qui en avaient lourd sur la patate et qui venaient vers moi après avoir vu plein de monde sans forcément de solution pour leurs problèmes. Mais c'était très lourd. Il y en a même une qui est devenue d'ailleurs que j'ai formée après et qui est dans mon staff maintenant. Et je me suis dit, je ne peux pas le faire de cette manière, mais je vais former des pros. Et du coup, d'un côté, j'ai les rendez-vous techniques, donc du coup qui restent sur la technique, et d'un côté, j'ai les pros que j'ai formés et qui du coup peuvent vous accompagner un peu plus. Voilà. Je les aide aussi sur le plan personnel pour qu'elles puissent gérer l'accompagnement des mamans, etc. Donc ma formation, elle va beaucoup plus loin que juste le tir-allaitement. Elle va en fait, moi j'appelle ça le tir-allaitement à l'écoute de soi, à l'écoute des mamans, donc selon les besoins, les envies et les ressources des parents de la famille. C'est très très important. Et pour moi, voilà, le mot d'ordre, c'est adaptation. Et j'ai découvert des perles aussi qui
ironiquement, il y en a pas mal d'atypiques, donc c'est très drôle. Pas que, mais il y en a. Et certaines sont devenues carrément mon équipe, mon staff en fait. On est en train de créer un truc, d'ailleurs on a plein de projets en tête et merci le TDA pour ça. On a plein de trucs, respectez-vous, suivez vos instincts pour vous, pour votre bébé. Et les autres on s'en fiche en fait, entre guillemets, évidemment dans le sens où c'est pas à eux de décider ce qui est bien pour vous et ce que vous avez envie de faire. Voilà. Envie, besoin, voilà. Et il y a des choses qu'on a envie mais on n'a pas les ressources et c'est ok aussi, mais ça peut être temporaire. Pour tout vous dire, aujourd'hui je suis à 4 ans d'allaitement, il n'y a pas un seul biberon et on est au sein. Et il n'y a pas de mixte. Et pendant très longtemps, ça a été un mix parce que je ne pouvais pas faire autrement. Donc c'est ok en fait de faire en fonction. Chacun a son chemin. Mon expérience fait que je pourrais pas voir autrement d'accompagner les parents et du coup les professionnels qui eux aussi ont besoin d'outils pour accompagner en fait. Et d'ailleurs je suis en train même de travailler, de voir avec des assos pour la néonate pour réparer un petit peu ce qui s'est passé et aider d'autres mamans et d'autres projets, pas mal de projets que je vais bientôt annoncer d'ailleurs sur Instagram mais que voilà, faut que je finisse. Ce sera peut-être annoncé d'ici la diffusion, donc il faut pas hésiter à aller jeter un œil sur Instagram. Il y a de grandes chances. Voilà. Ce que j'aime dans ce que tu partages, c'est ça. C'est pour ça que ça a bien matché, toi et moi, et on a tout de suite décidé de faire 2 épisodes et pas un, comme j'ai plutôt tendance à faire. C'est que on a vraiment, je pense, ce gros point commun toutes les deux d'avoir une approche où pour nous c'est important. Tu me dis si je me trompe, mais où c'est important de tenir compte de l'individualité des besoins et de partir du principe que il n'y a pas de règle générale valable pour tout le monde, on est tous différents et on a besoin de prendre le temps d'analyser les choses, de tester des choses, etc. pour savoir qu'est-ce qui convient. Et donc toi, tu utilises ça au sujet de tout ce qui concerne l'allaitement et moi, c'est comme ça que je travaille aussi sur l'accompagnement du sommeil des familles. C'est vraiment en prenant le temps d'analyser les choses et il n'y a aucun accompagnement qui se ressemble. Pour chaque famille, c'est différent parce que justement, on est tous différents et même si on a 2 enfants qui dorment mal, on va pas s'en occuper de la même façon. Mais toi, c'est pareil, il y a 2 mamans qui ont des soucis d'allaitement, ça va pas être la même façon du tout d'accompagner cette problématique-là. Donc, il y a même des trucs vraiment très atypiques que j'ai eu et que je m'attendais pas. Je dis toujours à ceux que je forme, mon avis ne compte pas dans le sens où, en fait, c'est pas parce que moi j'ai un avis sur que ce sera la même vérité pour cette personne en face de moi. Et j'ai eu des trucs, mais vraiment très atypiques. Et je me dis, ok, c'est sa façon de voir l'allaitement, ok, c'est pas la mienne, mais on s'en fiche en fait. Voilà. Et on accompagne en fonction. Et du coup, pour le coup, je me suis formée en sommeil et en frein aussi, parce que tout est en lien de toute manière. Et c'est exactement pour ça, parce que j'avais cette même approche au niveau du sommeil et que c'est lié. Donc il y a pas de. Par contre, j'accompagne pas le sommeil. Par contre, dans l'intérieur de l'allaitement, voilà, je donne des petits tips. Et puis après, s'il y a vraiment un problème au sommeil, en général, j'envoie vers quelqu'un. Alors quand je dis il y a un problème au sommeil, des fois en fait, c'est juste qu'on sait pas ce qui est normal et ce qui l'est pas. Ah oui, mais alors ça c'est très fréquent, très fréquent. Comme dans l'allaitement d'ailleurs. Bon, on va conclure parce que le temps file. Merci du fond du cœur, Danielle, pour ton partage à cœur ouvert. Franchement, on a dit plein de choses qui vont, je suis sûre, résonner fort dans le cœur de nombreuses mamans. En commun avec toi ou pas d'ailleurs, mais il y a ce message de fond qui est quand même de se faire confiance, de s'écouter, de cheminer quoi qu'il arrive. Et si tu nous écoutes et que tu veux découvrir l'univers de Danielle, sa boutique, ses ressources, je te mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Pense à t'abonner, pense peut-être aussi à aller mettre un avis, un petit commentaire, ça dépend des plateformes qu'on utilise, mais ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Pense à partager aussi, pourquoi pas, il y a des publications sur Instagram qui vont être sur nos 2 comptes avec Danielle, donc pense à les partager toi aussi pour faire découvrir tous ces messages à plus de mamans. Merci à tout le monde de nous écouter de plus en plus nombreux et surtout merci beaucoup Danielle pour tous tes témoignages. Allez, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.